Alors, c'est une question qu'on a le droit de se poser quand on regarde les marchés financiers. Comment est-ce qu'on explique la hausse des indices boursiers actuels, notamment sur les marchés américains, mais pas seulement, alors que les investisseurs traditionnels, ceux qui investissent dans les actions sur le long terme, sont de plus en plus rares. On a des chiffres, Morningstar, ils ont retiré en gros 60 milliards de dollars des fonds actions américains au troisième trimestre. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Les investisseurs traditionnels qui ont manifestement un petit peu déserté les actions, le marché des actions, et ce n'est pas le cas des entreprises. On parle des rachats d'actions, encore vous me direz, mais là on rentre dans le dur. Aujourd'hui, les premiers acheteurs, il faut quand même comprendre, les premiers racheteurs ou acheteuses pour le coup, ce ne sont plus les investisseurs de long terme, ce sont les entreprises américaines. On parle du S&P 500, mais c'est comme le marché leader qui drive tout le reste. 731 milliards de programmes de rachat d'actions qui ont été annoncés à ce jour. Est-ce que c'est un phénomène, les rachats d'actions, qui n'est pas nouveau, mais qui prend de l'ampleur ? Ah oui, mais 731, attention, c'est les rachats déjà exécutés. Ce n'est pas ceux qu'on constatera à la fin de l'année. On était à autour de 850 milliards en 2018, qui constituait une année record, avec pratiquement 50% de hausse des buybacks, les rachats d'actions, par rapport à 2017 et par rapport à 2016. 2019, on pourrait flirter avec les 1000 milliards s'il y a bien exécution de tous les programmes. C'est colossal. Alors, on connaît les principaux racheteurs. Apple a annoncé 70 milliards, ils iront probablement à 100. On a Bank of America. 100, c'est-à-dire qu'Apple, c'est 10% des rachats d'actions sur le sol américain. C'est dingue. Oui. Et après ça, on a les banques qui vont fort aussi. On a des tranches de 30 milliards pour Bank of America, 25 milliards pour Wells Fargo. Je pourrais vous citer au moins une dizaine d'entreprises qui vont racheter entre 15 et 20 milliards. Alors, pour fixer les choses, en gros, c'est 4,5. C'est ça, j'allais vous poser la question, parce qu'on se dit 1000 milliards, c'est colossal, mais c'est quelques pouillèmes c'est pas des actions en circulation. C'est combien? Je n'ai pas entendu la réponse. C'est quoi? Alors là, si l'exécution des programmes qui ont été votés par les conseils d'administration, si cette exécution va à son maximum, ce sont 5% des actions en circulation qui auront été rachetées cette année. C'est beaucoup? Bien sûr que c'est énorme. C'est-à-dire qu'en 20 ans, tout a été racheté? D'après des calculs, c'est dans 20 ans, il n'y aurait plus aucune action en circulation au rythme actuel. Bon, on sait que les 10 dernières années vont être bizarres, parce que on a racheté 30% des actions en circulation depuis 2010. Mais donc, à vous écouter, c'est intenable? Pardon, ça soutient les cours? Évidemment. Vous avez une croissance dans le monde qui est à 3% d'après les dernières prévisions du FMI, et vous avez des rachats de titres qui sont à 5%. Autrement dit, ça augmente mécaniquement de 5% le rendement des actions qui sont encore en circulation. Autrement dit, ça compense plus qu'une croissance qui est de 3%, et les bénéfices supplémentaires qui sont distribués aux actionnaires, ça ne provient pas de vrais profits dans la vie réelle. Mais parce qu'il y a moins d'actions en circulation. C'est parce qu'il y a moins d'actions en circulation. Donc c'est une logique qui est... On entend souvent dire que la moitié des titres cotés sur le marché américain a disparu en 20 ans. Mais est-ce que c'est grave? C'est pas normal? Il y a des boîtes qui sortent de la cote, qui disparaissent. Non, c'est pas... Ouais, alors... en l'an 2000, bulle des dot-com, on se rappelle des IPO, il y en avait 3 par semaine. IPO, c'est les instructions en bourse, il y en avait 3 par semaine. On était arrivé, je crois, en septembre 2000 à 8000 entreprises cotées. Bon, aujourd'hui, il n'en reste que 3800. C'est la vie des boîtes, il y en a qui sont radiés de la cote, qui sortent, qui meurent. Beaucoup de dot-com ont disparu, ce sont des bulles qui ont explosé. Et puis, il y a eu l'autre phénomène qui est, à mon avis, très fort, c'est la concentration. C'est-à-dire des rachats. Il y a ça aussi. C'est la fameuse économie Pac-Man, clac, 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 ça rachète le voisin, etc. Et puis, il y a également les retraits de la cote. Ça, c'est un truc beaucoup plus discret, mais on y a eu des exemples d'entreprises qui sont sorties de la cote, puis qui envisageraient d'y revenir aujourd'hui. Mais je veux dire que majoritairement, il y a plus d'entreprises qui pensent aujourd'hui à sortir de la cote, donc à revenir dans le secteur non coté. Ce qui fait que finalement, on n'est plus sous la pression des actionnaires, on n'est plus sous la pression des analystes qui attendent chaque trimestre. On est sous la pression des pressions des financiers, je ne sais pas si c'est mieux. Qui voudront sortir avec une plus-value. D'ailleurs, on en parlait vendredi, une vidéo à revoir sur le private equity, est-ce qu'il a mangé son pain blanc ou pas. Donc, à vous écouter, on peut dire qu'aujourd'hui, les boîtes, elles profitent des taux zéro pour s'endetter et racheter leurs actions, c'est ça, mais c'est pas un peu excessif? C'est une réalité ou c'est excessif? C'est pas l'ensemble
de la réalité. S'il n'y avait pas eu la taxe réforme de Donald Trump, il ne serait pas revenu autant d'argent. C'est-à-dire que la fraude fiscale ne serait pas revenue aussi... L'optimisation fiscale. Pardon. Ne serait pas revenu aussi massivement et ça n'aurait pas favorisé effectivement cette explosion des fameux buybacks. Mais c'est vrai que Donc les taux zéro sont vraiment une incitation très très forte. Et on voit que... Mais pourquoi d'ailleurs? Pourquoi? Parce que les actionnaires veulent des ROI, des retours sur investissement, de 15%. C'est la norme. On a une croissance, c'est la norme, avec une croissance à 3%, il faut booster ce rendement et donc racheter les actions pour faire augmenter la rentabilité. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on admet, et on a l'air de trouver tout à fait normal, une exigence de 15% de rendement d'une entreprise. C'est toujours le cas, ça. C'est encore le cas dans beaucoup d'entreprises, et en tout cas dans les technologies, oui, naturellement. Or, c'est pratiquement le 3e trimestre d'affilée où on voit les bénéfices de la tech, des entreprises qui sont notamment répertoriées dans l'indice SOX, le fameux indice des semi-conducteurs de Philadelphie. 3e trimestre de contraction des bénéfices. Mais on continue d'attendre que ces boîtes-là délivrent du 15%. Par contre, si un salarié demande plus de 2,5% de hausse, alors là, on lui dit que c'est totalement inconcevable, irréalisable. Mais ce qui a irréalisable. marché jusqu'à maintenant, Philippe, sur ces rachats d'actions qui ont soutenu les cours, pourquoi est-ce que ça ne marcherait plus dans le futur? Parce qu'on s'aperçoit, alors empiriquement, moi je ne vais pas rentrer dans le débat, mais plus on rachète, moins c'est efficace sur le soutien des cours. Alors, moi, je ne connais pas l'explication, mais il doit y en avoir une qui doit répondre à une certaine logique. Mais à un moment, ça ne fonctionne plus. L'effet de surprise, d'un seul coup, où par exemple, on annonce 2 milliards de rachats, puis le trimestre suivant, on annonce 5 milliards. Là, il y a un effet de surprise. Mais si tous les ans, vous avez comme Apple les 100 milliards qui sont rachetés tous les ans, il y a un moment où c'est actualisé et puis on se dit, bon, bah voilà, c'est une boîte qui redistribue 100 milliards de trésors à ses actionnaires chaque année et voilà quoi. Certains disent que ces rachats d'actions massifs, c'est le signe que nous sommes peut-être en fin de cycle. En fin de cycle parce que la croissance ralentit et que les entreprises, elles rechignent un petit peu à investir et elles se disent, bah tiens, mieux vaut rendre l'argent aux actionnaires et augmenter le bénéfice par action. Est-ce que ce n'est pas la fin d'un cycle haussier pour les marchés si justement ces rachats d'actions n'opèrent plus? Parce que c'est une course en avant, il faut toujours mettre plus. On va dire qu'on n'a pas beaucoup de comparaisons. Enfin, si on se fie à ce seul critère des rachats, c'est arrivé en 2007-2008, donc on a une occurrence, ce n'est pas une loi qu'on peut extrapoler sur 100 ans. Puisque je rappelle que les buybacks, ils ont été interdits des années 20 jusqu'en 1980. C'est sous Reagan qu'ils ont été de nouveau autorisés. Mais ça n'avait strictement aucun intérêt, parce que les taux à l'époque étaient à 7,5. On n'allait pas emprunter de l'argent à 7,5 pour distribuer 3% de dividendes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, c'est les taux zéro qui font vraiment la différence. Donc, je dirais que c'est compliqué d'en faire une sorte de loi. Maintenant, les marqueurs d'un ralentissement économique, ils sont assez divers. Les IPO, elles passent de moins en moins bien. Compliqué de trouver le bon créneau, alors qu'on est pourtant au plus haut historique. Et alors qu'on est effectivement en pénurie de titres. C'est quand même étonnant. On n'a jamais eu aussi peu de titres en circulation. On en remet sur le marché et les gens n'en veulent pas. Ça pourrait être une question de valorisation aussi. Le cas de WeWork, d'ailleurs, est emblématique. Là, c'est un cas extrême, puisque d'un seul coup, on se dit que carrément, est-ce que l'entreprise va survivre? Alors qu'on l'a... Je crois que c'est Goldman Sachs qui avait valorisé 40 ou 50 milliards de dollars. C'était en mars dernier et récemment, ils ont renoncé avec une valorisation qui n'allait pas au-delà de 10 milliards. Donc ça, c'est un des marqueurs. Il y en a d'autres. Les initiés, c'est-à-dire les gens qui sont dans les N1, N2 des grands groupes, vendent leurs titres. Alors, d'où vous sortez ça que les hauts dirigeants vendent les actions de leur parce que là, pour le coup, on se dit que c'est pas un très bon signe, ça, non? Alors ça, comment le sait-on? Je vais vous dire pourquoi. Eh bien, tout simplement parce qu'aux États-Unis, c'est une obligation faite aux dirigeants et aux cadres, on va dire, qui sont dans les conseils d'administration. Tout le monde doit déclarer ce qu'il achète ou ce qu'il vend. C'est une transparence qui existe aux États-Unis. Donc, on sait au dollar près ce que les dirigeants
et tous ceux qui ont des actions, des stocks options, etc., ont acheté ou vendu. Donc ça, c'est parfaitement connu au dollar près. Et là, cet été, au mois d'août, les dirigeants et ceux qui ont des actions on a vendu l'équivalent de 600 millions par jour. C'est quand même du lourd. Historiquement ah bah c'est pratiquement le plus gros montant de cession qu'on ait vu depuis 2008. On a un historique pour dire effectivement quand les dirigeants vendent les titres de leur boîte, oui, c'est annonciateur. C'est connu au dollar près. C'est parfaitement documenté. Et cette année 2019 est en plus une année record, puisque c'est la première fois au cours d'une seule année qu'on a 5 mois, donc les statistiques que j'ai vont jusqu'au mois d'août, c'était la première fois dans l'histoire que durant 5 mois sur 8, il y a eu pour l'équivalent de 10 milliards de titres vendus par les hauts dirigeants des boîtes américaines. Voilà, dirigeants et actionnaires significatifs. Et par le passé, quand on a eu ça, il s'est passé quoi? Généralement, ça voulait dire qu'on n'était pas loin d'une consolidation, parce que les dirigeants vendent, sachant qu'il n'y a plus d'upside. Alors, je tiens à préciser Allez, il reste 30 secondes. Je tiens à préciser que les dirigeants vendent toujours, structurellement, ils sont pratiquement toujours vendeurs, sauf cas exceptionnel. Ce que je souligne, c'est l'ampleur qui est exceptionnelle. Ce n'est pas le fait de vendre des titres qui est exceptionnel, c'est tout à fait normal. Jeff Bezos en vend régulièrement, mais c'est le montant, la masse vendue cette année. Et sur plusieurs mois d'affilée. Sur plusieurs mois d'affilée. Plus, comme vous le disiez en préambule, les fonds d'investissement qui ont vendu l'équivalent de 60 milliards par mois cet été, sauf en septembre où là, il y a eu quand même un petit sursaut. Bon, voilà, merci en tout cas. Point de vue, explication signée Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci beaucoup.